Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bonjour spécial aux femmes puisqu'elles étaient encore à l'honneur le 8 mars dernier. Le monde entier célébrait en effet la Journée internationale de la femme et la thématique de cette année proposait de réfléchir aux moyens innovants pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Mais ne le sont-elles pas assez? Quels avantages ou inconvénients y a-t-il pour un ménage, pour une société, que la femme soit autonome et indépendante? Nous ferons le débat avec mes confrères. Nous ferons aussi le débat autour du cinéma béninois et de sa participation au FESPACO. Mesdames et messieurs, le décor de Wikeko est ainsi planté. Je vous prie de recevoir Estelle Espérance Oropazo dans son mini-journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le 6 mars de chaque année est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. À l'occasion, les enfants sont à l'honneur. Les professionnels des médias, quant à eux, se mettent sur la même longueur d'onde que ces enfants et réfléchissent à la place qu'ils peuvent leur accorder dans les programmes de télévision. Mathieu Sokenou, Ulvaeus Balo. 66 ans de vie et pourtant elle n'a pris aucune ride. La radiodiffusion nationale continue aujourd'hui de faire le bonheur de ses auditeurs. Mais aussi une toute première chanson de notre playlist ce soir. Il était une fois Radio Cotonou. L'histoire a démarré comme pour toutes les radios dans un petit local et c'était une prouesse technologique à l'époque pour les populations dahoméennes qui suivaient les premières émissions de ce qui est aujourd'hui Radio Bénin, mais qui avait commencé ce jour du 7 mars 1953. L'histoire, c'est l'histoire des hommes, des responsables qui se sont succédés à la tête. C'est l'histoire des pionniers, c'est l'histoire des programmes également qui se sont succédés. De Radio Cotonou, en passant par Radio Dahomey, la voix du progrès, la voix de la révolution et aujourd'hui Radio Bénin, les pionniers se souviennent de leur début. Je puis dire que c'est cette radio qui m'a fait. J'ai découvert le métier à l'ancienne maison de la radio. Moi, par exemple, quand j'étais venu à Radio Cotonou, c'était pour parler dans un premier temps le beau. Bon, un jour, j'étais assis et Jean Dewano est venu me voir. Il me dit, tu as quel niveau? J'ai donné mon niveau. Il dit, tu es là, il faut venir à la rédaction. La radiodiffusion nationale, 66 ans après, c'est du 109. Ici, nous parlons de radiodiffusion nationale, nous parlons de 3 chaînes. Radio Bénin, la chaîne mère. Radio Bénin à la FIA qui aura 4 ans. Et Atlantique FM, la chaîne pour les jeunes. La 3e chaîne, et c'est l'ensemble de ces chaînes-là qui forment la radiodiffusion nationale. Malgré l'évolution de la technologie, Radio Bénin reste présent dans l'ère du temps. On ne va pas se leurrer, nous sommes à l'ère de la vidéosphère que les gens veulent, en plus d'écouter, veulent voir. Et pour résister, pour exister, il faut forcément aller sur cette perspective-là, et nous espérons qu'au cours de cette année, nous pourrons proposer aux gens qui sont sur les différentes plateformes de diffusion de la vidéo, de certaines de nos émissions enregistrées en studio, comme si on était à la télé. Et bien entendu, la diffusion radio pure et simple va continuer, mais c'est une offre en plus. Vu que la plupart de nos auditeurs ont changé d'habitude, que certains sont beaucoup plus sur les plateformes que derrière le transistor, il faut aller les chercher là où ils sont. L'ambition aujourd'hui est de faire face aux défis de l'heure, améliorer l'offre avec un programme alléchant pour accroître l'audience et atteindre le plus d'auditeurs que possible.
Et les artisans de la zone 1 d'Akwakpa ont pour leur part célébré la première édition de la journée de l'artisan béninois. C'était une occasion de réjouissance qui a réuni tous les membres de la coalition pour le développement des artisans couturiers, cordonniers, matelassiers et brodeurs d'Akwakpa. Enoch Rumpati et Alexis Kenom étaient de la partie. Voici leur compte rendu. Des artisans d'Akwakpa à Cotonou paraît de leur plus beau tissu circonstanciel. Ici, apprentis et patrons d'ateliers se donnent à cœur joie. Ils célèbrent la journée de l'artisan béninois. C'est une coalition de 10 associations ayant pour vision le développement du secteur artisanal béninois. Ça regorge les couturiers, les cordonniers, les matelassiers et les brodeurs. L'idée, c'est de vouloir nous rassembler pour fédérer les énergies afin de porter plus haut le flambeau de l'artisanat au niveau de la zone. La coalition représente à elle seule une multitude de corps de métier. La formation et le recyclage de ses membres pour une relève de qualité sont entre autres ses priorités. Pour les apprentis, nous faisons des examens blancs avant les examens nationaux du 5e certificat de qualification au métier et le recyclage des apprenants. Aussi la formation pour la formation de renforcement des capacités pour les patrons. Maillon important pour toute société parce qu'apportant une valeur ajoutée à l'économie nationale. Ces hommes et femmes artisans sont souvent confrontés au paiement des impôts. Ça fait que les artisans ne montrent pas bien leur talent. Parce que quand tu veux agrandir la télé, tu as d'abord peur des impôts. Nous ne refusons pas de payer l'impôt parce que quand nous travaillons, nous gagnons et l'État aussi gagne en retour. Voilà pourquoi cette occasion de réjouissance a été mise à profit par la Direction générale des impôts pour les sensibiliser sur la TPS, la taxe professionnelle synthétique. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur ce que nous appelons taxe professionnelle synthétique, la TPS communément, parce que c'est cette taxe-là qui est due par tous ceux-là qui réalisent un chiffre d'affaires qui est compris entre 0 et 50 millions. Nous espérons fermement que notre passage aura permis à nos artisans de mieux comprendre leurs obligations, de mieux comprendre également leurs droits, pour que chacun d'eux puisse apporter leur pierre à l'édifice. Ces artisans souhaitent par ailleurs l'appui du gouvernement à travers la mise en place d'un fonds de garantie pour booster leurs activités. Missebo, marché réputé pour la vente des friperies à Cotonou. C'est un monde composé de vendeurs, d'acheteurs, d'intermédiaires entre vendeurs et acheteurs et aussi de couturiers. Marché de friperies de Cotonou, c'est un reportage de Patrick Adiabodjou et Louis Koudogbo. Missebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business, ça marchait ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Missebo. Sous les rangas précaires et dans les allées du marché, des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, bon, ce que nous faisons, c'est ça. Donc c'est dans l'ordre de 2000 jusqu'à 5000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Missebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3 quarts. Je suis spécial en 3 quarts, n'importe quel genre de 3 quarts. Les 3 quarts de qualité, hein, parce qu'il y a culotte dans culotte. Donc, il ne s'agit pas de venir à Missebo pour prendre n'importe quoi pour dire que vous avez payé culotte ou bien et vous avez pris 3 quarts. Il y a 3 quarts dans 3 quarts. Donc c'est ce genre de 3 quarts que moi j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements, c'est le métier de ces jeunes béninois à Missebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça.
ils vivent de ça, c'est leur job, ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite acheter, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras à travers cette couture de la friperie. Il y a parfois, tu peux venir sans travail. Tu vas rester, manger, sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner. Au moins par jour, tu peux gagner 2000, 5000. Il y a les moments où tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonnent. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale. Le piment, un ingrédient qui ne manque presque jamais dans la cuisine du Béninois. Il le consomme accompagné d'acassa ou de pâte de maïs. Très apprécié par certains, sa consommation excessive peut constituer un danger pour l'organisme de ceux qui ont un système digestif fragile. Heureuse d'annoncer. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boisson mélangée avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde. Le piment a 3 catégories, soit 4 catégories comme ça. Et chacun d'eux a son rôle de puissance. Vous voyez, le piment petit, vous le sentez. Si tu prends ce piment petit trop, ça va te faire créer des ulcères ou soit faire sortir des cocos qu'on appelle hémorroïdes. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. On ne va pas trop exagérer, prendre du piment, non. Au moins 3 comme ça, 4 comme ça, là, ça te va pour la nourriture. Moi, je n'en consomme pas. Très jeune déjà, les médecins, suite à une maladie, me l'ont interdit. Même à mon insu, quand on en met dans la sauce, cela me rend très malade. Consommer le piment en petite quantité, c'est bien, mais exagérer, ce n'est pas bien. Pour les férus, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Prendre de l'alcool qui est trop fort et aussi prendre de piment plus fort pour dire que tu es en train de guérir, soit de diminuer la puissance d'alcool. Jamais. Ce n'est pas conseillé. Donc je les conseille de ne pas trop s'approcher et d'utiliser le piment moins. Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous Estelle Espérance Ropazo. Je me permets de vous souhaiter bonne fête des femmes, même si vous l'avez célébrée il y a seulement quelques jours. Merci beaucoup Roch. Je voudrais bien la même chose, mais vous êtes un homme. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous allons à présent faire le tour des kiosques de journaux pour y scruter l'actualité économique relayée par les journaux. C'est parti pour la revue de presse. Bonjour à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue économique sur Wikeko. Nous démarrons cette revue par la réhabilitation du barrage hydroélectrique de Nagbeto. La presse du jour explique que d'ici à 2021, la centrale hydroélectrique de Nagbeto sera entièrement réhabilitée. Le Bénin et le Togo ont voulu redonner vie à cette infrastructure commune. Fraternité renchérie, réhabilitation de la centrale de Nagbeto, le Bénin et le
main. Le journal explique que cette centrale hydroélectrique a plus de 30 ans de vie et est confrontée depuis quelques années à la vétusté de la plupart de ses matériels lourds. De l'eau potable pour tous. La priorité titre « Accès à l'eau potable en milieu rural ». Ça coule déjà à Agbanizou et Lalo. On retient des colonnes du journal que l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable a installé au profit des écoliers de l'EPP Akissa Togon dans la commune de Agbanizou un branchement particulier pouvant leur fournir de l'eau de bonne qualité. Le potentiel dans la même dynamique titre « Disponibilité du liquide vital en milieu rural ». Agbanizou et Lalo disent adieu à l'eau de Marigot. Le journal explique que cette infrastructure représente une solution durable au calvaire de ces populations constamment à la recherche de l'eau. L'infrastructure est réalisée sur financement de la Banque mondiale. Lutte contre l'inondation à présent. Le Télégramme titre « Conseil des ministres ». Plus de 32 milliards de francs CFA pour combattre l'inondation à Cotonou. Le journal révèle qu'au nombre des décisions prises durant le Conseil des ministres figure celle de la construction des systèmes efficaces d'évacuation des eaux de pluie afin de lutter contre les inondations sauvages dans les différents bassins de la ville capitale. Cela à travers le projet drainage eau pluviale à Cotonou. Le matin complète et titre Conseil des ministres, d'importantes mesures prises. Le journal explique que le projet est une composante essentielle du programme d'assainissement pluvial de Cotonou et que le gouvernement, à travers ce projet, vise à terme à éviter durablement le phénomène d'inondation dans 6 des 50 bassins versants de la ville de Cotonou. Le dit projet va être réalisé sur prêt de la Banque européenne d'investissement. Finissons cette revue de presse par la construction d'une chambre froide à l'aéroport de Cotonou. Presse du jour titre « Pour une compétitivité de l'ananas à l'international, une chambre froide désormais à l'aéroport de Cotonou. Cette chambre froide vise à préserver la fraîcheur d'ananas, leur durée de vie et leur qualité depuis leur récolte jusqu'en Europe. La priorité dans cette même lancée titre « Installation d'une chambre froide pour conserver l'ananas à l'aéroport Cardinal Ganti. Le label Bénin en route libre sur le marché. » Le journal clarifie que c'est un projet des acteurs de la filière et du gouvernement appuyé par les partenaires techniques et financiers pour la réalisation de cette chaîne de froid. Fin de cette revue sur Wikeko. Merci de m'avoir suivi. Et voilà, c'était la revue de presse économique de la semaine qui sert ainsi de transition au décryptage. Et comme je vous l'annonçais en introduction, nous parlons des avantages et inconvénients de l'autonomisation de la femme. Et oui, mes invités, ils sont déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Armel Dosoukago. Bonjour Armel. Bonjour Rokakoyun. La pleine forme. Vous avez une très belle chemise, je me permets de vous le dire. Merci. Bonjour également à vous, Aniat Bello. Bonjour Rokakoyun, mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Je me permets également de vous dire que vous êtes très bien habillés. Vous avez fêté il y a quelques jours la journée de la femme. Eh oui, pas si lointain que ça, hein, cette fête. On est toujours en fête. Tout à fait, c'est pourquoi nous sommes là pour en parler. On a célébré la femme dans presque tous ses sens, autour du thème central intitulé cette année « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Que vous inspire ce thème, Agnat? Alors, pour moi, d'abord, ce thème est réparti en 3 sous-thèmes. Quand on dit penser équitablement, c'est pour rappeler, et je crois à tout le monde entier, que c'est encore les 2 sexes qui font le monde. Autant l'homme que la femme a son rôle à jouer dans la société dans laquelle nous sommes. Donc ce serait bien que dans la plupart de nos projets, de nos projections vers l'avenir, qu'on n'oublie pas de penser équitablement, c'est-à-dire de mettre les 2 genres l'un à côté de l'autre pour une construction. Et bâtir intelligemment? Bâtir intelligemment, c'est aussi ça, c'est encore ça. Faire appel à la femme, l'écouter,
prendre en considération tout ce qu'elle dit, c'est une meilleure façon de bâtir intelligemment. C'est à croire que sans faire appel à la femme, on ne peut pas bâtir intelligemment. Ce n'est pas que sans appeler la femme, on ne peut pas bâtir intelligemment, mais je pense qu'on bâtirait mieux intelligemment si on faisait appel à la femme. Vous le pensez bien. Parce que vous êtes des architectes. Bon, le thème n'a pas été conçu dans son sens premier. Je crois qu'il faut un peu élever son esprit pour pouvoir comprendre un peu ce dont le thème parle. Ce n'est pas parce qu'on est architecte qu'on nous demande de bâtir intelligemment. Et le dernier maillon, on dit innover pour le changement. Innover pour le changement, c'est qu'il faut utiliser tout ce que nous avons comme moyen à notre disposition pour pouvoir nous faire entendre. En tout cas, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les nouvelles technologies qui ne sont plus aussi nouvelles que ça. Donc, tout cela doit être mis à contribution pour toujours se faire entendre, pour participer, comme cela se doit, à la vie dans la société. D'accord. Armel de Soukago, j'ai bien envie d'avoir votre compréhension de ce thème, mais je me permets de vous demander s'il y avait une restriction au niveau de la femme qui l'empêche de penser équitablement comme l'homme. C'est aux femmes que vous allez demander ça. Demandez à Aniat si quelqu'un, par exemple, a refusé de bâtir avec les femmes. Demandez aux femmes si quelqu'un a refusé de vivre avec les femmes. Je crois que pour une fois, il faut se départir de tout ça. C'est-à-dire, le 8 mars, on parle beaucoup français, c'est beaucoup de maquillage, c'est beaucoup d'habits. Je pense qu'il faut penser à autre chose. Je pense qu'il faut voir le monde autrement. Et c'est toujours ça la femme. On est toujours dans le français. On parle toujours, on parle encore, on parle toujours. Pendant ce temps, les gens sont dans les actions. Une vie, que ce soit pour un homme que pour une femme, ça se construit. Et vous construisez votre vie compte tenu du contexte de vie. C'est-à-dire, nous sommes dans un contexte, c'est juste un exemple que je donne, nous sommes dans un contexte africain où il y a la polygamie. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez essayer de construire votre vie si vous ne voulez pas avoir la polygamie dès le bas âge. Essayez d'orienter votre volonté de comment est-ce que vous allez vivre et aboutir à un résultat. Vous pouvez le faire. Mais quand vous n'allez pas venir à le faire, vous n'allez pas en souffrir pour autant. Parce que vous savez que ça existe. Quand vous refusez de prendre exemple sur nos mamans et vous prenez exemple sur Telenovelas, comprenez que vous allez souffrir dans ce contexte, parce que notre contexte n'est pas le contexte de Telenovelas. Quand vous refusez de construire votre vie ou quand vous refusez de vous prendre en charge et vous pensez que dès que vous êtes en amitié, dès que vous êtes en fiançailles, que vous êtes désormais en situation de prise en charge, vous allez souffrir. Mais de plus en plus, on parle d'autonomisation de la femme. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai mot puisque vous parlez de prise en charge de la femme qui pense qu'elle doit être prise en charge? Ce n'est pas un vain mot, mais c'est aux femmes de comprendre plutôt qu'aux hommes. Parce que, comme vous le voyez, même le jour où la femme aura imaginez un monde où c'est la femme qui dirige. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est facile d'avoir un chef femme, par exemple? On en a vu. Il y a des chefs d'État. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Oui. Est-ce que c'est facile d'avoir un chef femme? Ce n'est pas toujours facile. C'est-à-dire que la femme doit pouvoir comprendre qu'elle doit se prendre en charge, qu'elle doit jouer pour elle-même. Lorsque l'amitié devient une prise en charge, vous ne pouvez pas avoir de l'autonomie, vous ne pouvez pas avoir le respect qu'il faut. C'est à vous-même d'avoir votre autonomie. Et pour avoir votre autonomie, il faut travailler. Et travailler, ce n'est pas lutter contre les hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas aller se trouver un job pour commencer par pour commencer par combattre d'une manière ou d'une autre son mari à la maison. Non. Très bien. Merci à vous. Je sais que vous brûlez d'impatience de réagir, mais je vais vous juste demander quel avantage y a-t-il à autonomiser la femme? Quand on accueille nous, j'espérais la parole. Elle est en fait là, donc laissez-moi m'exprimer puisque Amel a eu son temps de parole. Mais je vous ai posé une question. Oui, justement, mais vous me permettez de revenir sur des aspects qui m'ont interpellé, mais sur lesquels je n'ai pas eu droit à la parole. Quand vous me demandez, tout de suite, je commence par votre question, quel est l'avantage pour une femme d'être autonome? On ne va pas jouer au jeu de Jacques Couture, mais je pense que votre femme aussi, elle travaille comme bon nombre de femmes aujourd'hui dans la société, qu'on le veuille ou pas. Et la femme a son apport dans la société. Elle a son rôle. Aujourd'hui, les charges sont telles que c'est plus possible à l'homme, et même le plus riche du monde, de pouvoir s'en sortir sans l'appui de la femme. Parce que tout va et combien de femmes le font?
Combien de femmes font? Combien de femmes sont capables de supporter par exemple le loyer, la popote, tout et tout pendant je viens d'une culture. Je viens d'une culture. Si vous permettez. Non, Amel, vous n'avez pas encore la parole. Non, Roch, ce n'est pas la femme. C'est là où c'est. Vous n'avez pas. C'est pas la femme de payer le loyer. D'accord, nous y reviendrons. Voilà, c'est pas la femme de payer le loyer. Nous allons voir les charges qui sont dévolues à chaque sexe dans le ménage. Oui, vous avez la parole. Alors, vous me demandez combien de femmes sont autonomes. Je viens d'une culture, je suis fière de le dire sur ce plateau, les femmes Yoruba, déjà depuis les grands-parents, ont toujours été des femmes qui apportent un plus à la maison. Ça ne dérange pas la femme Yoruba d'aller au marché, de ramener à manger pour son mari et pour ses enfants. Et ça ne la dérange même pas d'en donner à sa belle famille. C'est pour vous dire que dans nos sociétés, déjà même depuis longtemps, avant même qu'on ne commence pas à parler d'autonomisation, la femme avait déjà son rôle dans nos sociétés. Donc ce serait très bas de limiter l'autonomisation à une guéguerre de leadership dans le couple. Oui. C'est mon avis. J'ai dit ici tout à l'heure, j'ai demandé aux femmes de prendre des armes sur nos mamans. Donc vous n'avez même pas besoin de préciser, vous n'apportez que de l'eau à mon moulin. Lorsque vous dites que les femmes Yoruba... Je ne suis pas là pour être contre vous, je dis ce que je pense. Depuis toujours été autonomes. Et c'est ce que je vous demande. Prenez exemple sur celle-là au lieu de prendre exemple sur les femmes de telenovelas. C'est ce que je vous demande justement. Mais faites comme elles. Pourquoi vous en revenez à chaque fois aux telenovelas? Oui. Je vous le dis, il y a des hommes aussi qui suivent telenovelas. Non, je ne suis pas... Alors lorsque je dis telenovelas, ce n'est pas parce que nous suivons des films que ces films sont censés avoir un impact sur nous. Départissez-vous de vos a priori. S'il vous plaît. Du débat. Le débat est d'un niveau très élevé. Je vous envoie. Vous convenez. Je suis désolée. On ne peut pas parler du 1 8 mars, revenir à ce que les femmes ne suivent que télénovelas. Ce n'est pas ça. Et qui nous permet de nous exprimer dans la société. D'accord, je vous ai compris. La femme ne se résume pas qu'aux télénovelas. Il fallait que je puisse en parler. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, est-ce que l'autonomisation des femmes a des limites? Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas parce que la femme travaille qu'elle apporte forcément à la maison. Et si vous cherchez, vous allez trouver plein d'exemples autour de vous où la femme travaille, elle n'apporte pas le copec à la maison. Il y a des femmes qui se comportent comme ça. Ça, c'est clair. Et quand je dis telenovelas, je ne suis pas en train de stigmatiser la télévision novelas, mais je suis en train de parler de feuilletons. Et je suis en train de parler de tout ce que nous prenons des civilisations européennes. Je disais à quelqu'un hier, moi j'ai un oncle qui a épousé une blanche. Mais mon oncle, ce n'est pas le genre de personne, il est resté l'homme africain, ce n'est pas le genre de personne à aller à la cuisine, à aller ici. Mais quand tu entends parler, on dit oui, ce n'est pas que je suis contre qu'on aide la femme. Et quand vous étiez en train de le dire tout à l'heure, Aniata a cru que je voulais aller contre elle. J'ai dit, le loyer, c'est une dépense de souveraineté qui, dans le foyer, doit revenir à l'homme. La femme n'a pas à payer le loyer. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a dans le Code des personnes et de la famille, il y a un article, par exemple, qui stipule clairement que telle charge revient de droit à l'homme? Lorsque vous commencez par parler de Code de famille, c'est l'autre voie de déperdition. C'est-à-dire qu'on a importé des lois de chez les Blancs et on dit que bon, il faut fonctionner comme ça. Nous sommes chez nous, ici en Afrique, nous avons des lois qu'il faut respecter. Je suis d'accord, mais dans le même temps, lorsque vous tentez de vous comporter comme les Blancs, ça ne marchera jamais. Et je donne un exemple. On a voté une loi. On a mis dans la loi la polygamie. Madame Conception Ouessou, sinon la Cour constitutionnelle de Conception Ouessou a dit que cette loi ne respecte pas la Constitution, ce qui était vrai. Et donc, on a voté une loi pour dire c'est la monogamie. Les hommes sont devenus monogames pour ça. Non, depuis ce temps, personne n'a pris plus de deuxième femme. Mais les gens continuent toujours de prendre parce que c'est ça notre vie. Lorsque vous allez nier votre vie, lorsque vous allez nier vos valeurs, lorsque vous allez nier votre culture, vous n'allez jamais évoluer. Et c'est à ça que j'appelle les femmes d'aujourd'hui. Et je suis content qu'elles le disent, que les femmes hier travaillent beaucoup, sinon les femmes Yoruba, comme d'autres femmes, par exemple dans le milieu Adja, c'est les femmes qui font le champ. Quand vous allez au nord, chez moi par exemple, c'est les hommes qui pilent, mais au nord, c'est les femmes qui pilent par exemple. Et donc, nous avons nos valeurs. Et je veux qu'on respecte ces valeurs. Et je veux que vous ne preniez pas forcément exemple sur les Blancs parce que nous avons notre vie, ils ont leur vie. Et c'est tout ce que je demande à nos femmes. Et je souhaiterais que le 8 mars, je souhaiterais que le 8 mars, qu'on réfléchisse beaucoup plus à ce genre de choses. Les discours n'ont jamais servi à rien du tout. D'accord, très bien. Beaucoup estiment, Aniata Bello, que la femme qui est autonome financièrement, elle est peu responsable dans la société vu son comportement. Est-ce que elle est peu responsable. Elle est peu responsable. Je sais que vous allez battre en brèche cet argument, mais est-ce que vous ne voyez pas que
à travers le comportement de certaines femmes, on peut créditer cet argument? Alors, je crois que c'est mitigé. Et moi, je dis, on ne peut pas prendre des exemples épars, des exemples isolés pour les prendre en généralité. Pour moi, la femme qui est plus autonome a un devoir déjà vis-à-vis de la société dans laquelle elle se trouve. Donc, pour moi, une femme qui est plus autonome ne devrait pas être peu responsable. Au contraire, elle devrait être plus responsable puisque cette autonomie lui donne un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir être plus responsable, non seulement vis-à-vis de sa famille, de son entourage, mais aussi de la société qui l'entoure. Mais on estime qu'elle devienne généralement arrogante. Bon, le fait qu'elle devienne arrogante ne fait pas d'elle une irresponsable. J'aimerais qu'on puisse s'entendre sur les concepts. Encore que toutes les femmes qui deviennent autonomes ne sont pas forcément arrogantes. Et Amel l'a si bien dit, quand on prend au niveau de la femme Adja par exemple, malgré tous les telenovelas qu'elle a suivis et tous les films, la femme Adja sait qu'à la maison, même si elle est riche, son homme, c'est son homme. Pour beaucoup de femmes aujourd'hui, le concept de parité même n'est pas... Pour beaucoup de femmes, l'homme et la femme sont complémentaires. On a même dépassé ce débat. Et dans cette complémentarité, est-ce que vous pensez que la femme, il peut arriver qu'une femme autonome puisse prendre en charge pratiquement 80% des charges du ménage? Je pense que dans beaucoup de ménages aujourd'hui, en tout cas pour des ménages que je trouve suffisamment évolués, pour les quelques exemples que j'ai, on va en fonction des charges, en fonction du revenu de tout un chacun. Si vous imaginez une femme qui est par exemple millionnaire ou milliardaire et son mari est simple fonctionnaire, si elle peut soulager son mari de 80% des charges de la maison, pourquoi ne pas le faire? Je ne suis pas pour qu'on puisse dire parce que je suis une femme, c'est à l'homme de tout faire. Non, parce que je suis un homme, c'est à moi de tout faire. Non, non. Je pense qu'on est là dans le couple pour s'aider et s'aider mutuellement. Et ça va tellement bien comme ça, puisque l'histoire a prouvé que nul ne demeure riche perpétuellement. Il y a toujours un moment dans votre vie où vous êtes un peu plus faible, un peu plus abattu. Et c'est à votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, de vous ramener, et de pouvoir continuer, puisqu'il faut que les enfants puissent continuer par manger. Ils doivent aller à l'école, il y a des charges qu'on appelle charges incompressibles qui doivent quand même être prises en charge. Donc je me dis, il ne faudrait pas qu'on puisse se figer sur cette notion de telle charge est à l'homme, telle charge est à la femme. Voilà. Vous faites bien de parler de charges incompressibles. Tout à l'heure, Armel a parlé de charges qui sont dévolues à l'homme. Dites-moi, seriez-vous gêné, par exemple, que votre conjoint décide de s'occuper des charges liées au loyer, à la papa et à la scolarité des enfants, par exemple? Ça dépend. Lorsque vous vous retrouvez en situation difficile, vous ne pouvez pas refuser que la femme prenne en charge une bonne partie des charges de la maison, prennent la responsabilité d'une bonne partie des charges de la maison. Cependant, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que dans notre contexte, nous ne sommes pas dans une société matriarcale, nous sommes dans une société patriarcale. Et c'est à l'homme de faire ce qu'il doit faire. Et donc, même quand vous vous retrouvez en situation difficile, il y a des charges, si vous pouvez faire l'effort d'assurer, c'est encore mieux. Parce que vous ne refusez pas. Généralement, qu'est-ce qui se passe? La femme, c'est un être émotionnel. Ce n'est pas forcément un défaut. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez en difficulté, les 6 premiers mois, elle le fait, quand c'est une fille bien éduquée, c'est une femme bien éduquée, elle le fait de manière très relaxe, d'ailleurs avec une certaine spontanéité. Après ça, elle commence à s'essouffler. Et vous ressentez ça dans les humeurs, vous ressentez ça dans certains comportements. Elle commence à s'énerver, les petites blagues deviennent difficiles. Surtout lorsqu'elle a l'impression, je dis bien l'impression, parce que ça peut ne pas être ça, lorsqu'elle a l'impression que vous ne faites pas des efforts pour sortir de cette situation. Quand vous ne faites pas des efforts réellement pour sortir de cette situation, c'est très grave. Maintenant, quand vous donnez aussi l'impression, vous ne lui donnez pas l'impression de faire des efforts, elle commence à devenir insupportable pour la femme. Et donc, c'est à vous de savoir gérer et d'anticiper sur les situations. Et c'est beaucoup plus l'homme à l'homme que cela revient, de rassurer la femme, d'abord qu'il est en train de chercher dehors, de rassurer la femme qu'il est devenu plus responsable, parce que l'autre chose c'est quoi? Pendant qu'elle est en train de faire ça, que accidentellement qu'elle est tombée sur ton portable et qu'elle voit des messages de chérie, de quoi tu invites une femme, ça complique tout. Vous comprenez que elle peut mal prendre ça. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est à vous de savoir gérer votre foyer, c'est à vous de savoir conduire le foyer pour que même si la femme investit suffisamment dans le foyer, qu'elle ne le ressent pas comme un poids, qu'elle ne le ressent pas comme une difficulté. Et c'est là que c'est devenu pertinent que ce ne serait pas intéressant
que vous travaillez à ce que la femme ne fasse pas quelque chose. Il faut toujours travailler à ce que la femme fasse quelque chose. Et rendre autonome la femme. Merci beaucoup pour votre conclusion. N'oubliez pas d'être un peu macho, d'avoir un œil sur ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand la fortune va grandir, peut-être, je dis bien peut-être, que son arrogance va grandir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Armelle. Je vous donne également 30 secondes juste pour votre mot de fin. Moi, mon mot de fin va à l'endroit de ces femmes-là. L'autonomisation, ce n'est pas forcément de grands moyens. C'est déjà l'eau en sachet que vous vendez dans le quartier qui vous permet de pouvoir ne serait-ce qu'offrir le petit déjeuner de temps en temps à vos enfants. Donc, j'encourage fortement toutes les femmes béninoises à aller vers cette forme d'autonomisation. C'est d'abord une question d'émancipation pour la femme. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès de Daniel pour ramener le débat. Non, il n'y a pas de souci. Le débat était trop bas. Je profite pour vous souhaiter bonne fête et souhaiter bonne fête également à toutes les femmes qui nous suivent Non, je vous ai réservé une surprise avec la complicité du réalisateur du jour. Nous allons vous dédicacer une très belle mélodie. Merci. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Et voilà, c'est ma manière à moi de vous souhaiter une très bonne fête. Et mesdames et messieurs, nous allons tout de suite passer au dossier de la semaine. Le cinéma béninois a participé pour une énième fois au FESPACO, le Festival panafricain de l'audiovisuel et du cinéma. Quelles en sont les retombées? Quelle place le cinéma béninois occupe-t-il dans le cinéma africain? Nous en parlons avec le directeur de la cinématographie. Mais avant, je vous prie de suivre les impressions d'un journaliste culturel. Il était à l'événement. Le Bénin n'était pas en compétition officielle, long métrage, court métrage. Mais le Bénin était présent en catégorie film d'école africaine de cinéma. Et dans cette catégorie, fort heureusement pour nous, le Bénin a remporté le premier prix. Alors, c'est quand même une catégorie qui fait parler donc du cinéma d'un pays. Et il y avait au moins 16 films d'école qui ont été retenus dans cette catégorie. Donc sur toute l'Afrique, si le Bénin arrive à prendre la tête, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est en train d'être fait au Bénin. Deuxième performance, le Bénin a été représenté par une forte délégation de 60 personnes au moins. Cette représentation du Bénin n'est pas passée inaperçue. Ils ont eu même une soirée pour le Bénin et qui a rendu hommage au père du cinéma africain qui est béninois, Paulin Soumanou Vieira. Et troisième performance, au plan individuel, les Béninois sont dans plusieurs compartiments. Ça veut dire que c'est des signes forts. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, première des choses, encourager ceux qui sont réellement réalisateurs. Nous avons encore allé à l'école du cinéma au Bénin et ceux-là qui se disent acteurs, je les exhorte à plus d'humilité, à redescendre, à aller maintenant dans les écoles, se faire former et revenir en plus de leur talent formés sur le tas. Je crois qu'ils vont donner quelque chose de concret. Et voilà, retour au plateau. Nous recevons notre invité. Il s'appelle Éric Todon. Il est le directeur de la cinématographie. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le directeur. Merci, monsieur le journaliste.
Et pour m'accompagner dans cet entretien, j'ai avec moi Ulvaeus Balogun. Bonjour. Bonjour, Kakoino. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous avez assuré. Merci à vous. Et donc, comme vous le disiez, on reçoit ce matin M. Éric Taudan. Il est le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée. Plus bref, le directeur de la cinématographie. C'est bien cela. Alors, M. Taudan, que retenir de la participation du Bénin au FESPACO? Et la participation du Bénin au FESPACO est bénéfique pour notre pays. Et la participation de cette année a été toute spéciale. En quoi? Toute spéciale parce que tout portait à croire que nous y allons juste pour nous balader. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu seulement 2 films nominés dans la rubrique des films d'école. Est-ce parce qu'il n'y a pas eu assez de production qui soit déposée ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait eu que 2? Il y a eu d'abord ça, pas assez de production déposée, mais ce n'est pas tout. Vous savez, c'est des centaines, pour ne pas dire des milliers de films qui sont déposés de par le monde et les jurys sont bien obligés de choisir les meilleurs. Et donc, je peux dire que nos films ne faisaient pas partie des meilleurs. Et si ces 2-là ont été nominés, c'est parce qu'ils faisaient partie des meilleurs. Ils remplissaient les critères. Remplissaient les critères pour être nominés. Donc, ils ont été nominés. Ça veut dire qu'il y a un travail sérieux à faire à ce niveau. Nous, si on va y revenir. Oui. Il y a un travail sérieux à faire, je suis d'accord. Et je dis notre participation cette année a été toute spéciale parce que ce que je remarque en tant que directeur, les professionnels qui y ont été ont compris ce à quoi sert un festival. Et c'est la première fois que je vois des professionnels assez motivés pour booster le cinéma de leur pays. Vous comprenez là qu'il y a une différence entre aller se faire plaisir, voir des films, se balader, et c'est un festival, on est allé pour s'amuser. C'est ce qui se faisait par le passé? Par le passé, je crois. Non, je dis par le passé, pas pour parler du cinéma béninois spécialement, mais c'est ce qu'on comprend par rapport au festival. Mais quand au-delà de ça, au-delà des films qui sont projetés, que vous pourrez voir quand vous voulez, si au-delà de ça, vous y allez pour d'autres objectifs. Et ça, c'est les intérêts personnels. Maintenant, il y a un intérêt collectif. À partir du moment où des professionnels d'un pays commencent à penser non seulement à leurs propres intérêts, mais à généraliser pour que leur cinéma aille de l'avant, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est ce qu'on a remarqué cette année. Justement, on a annoncé plus d'une 60aine de personnes, de Béninois, à Ouagadougou au cours de ce FESPACO. Qu'est-ce qui a motivé autant de... Voilà, vous faites bien de dire plus d'une 60aine. Parce que le minimum, s'il fallait estimer pour moi, c'est vers la centaine. De Béninois. De Béninois. Parce que je ne compte pas seulement la délégation officielle que j'ai dirigée. D'abord, il y avait un fort engouement par rapport aux professionnels qui voulaient y aller. Et coûte que coûte, je me demandais comment pouvoir gérer ça, jusqu'au point où ils se sont mis en groupe. Non, les fédérations existaient. Et c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire que jusqu'à présent, c'était des fédérations qui se faisaient, il y a une petite guerre là, la guerre, mais pour la première fois, nous avons réussi à faire de sorte que ces 2 fédérations-là s'entendent. Et le processus est même enclenché pour qu'elles agissent comme une seule fédération pour l'aboutissement des intérêts communs de la cinématographie. Et d'ailleurs, la maison du cinéma qui sera bientôt créée, la maison des artistes, voilà, qui sera bientôt créée, va régler tous ces problèmes-là. C'est clair. Mais déjà, cela se ressent et chez moi, c'est-à-dire au Centre national du cinéma et de l'image animée. Parce que la participation a été faite de façon unanime. Comme un seul homme, ils se sont levés
Et déjà, ça se ressentait dans les discussions. Nous y allons pour telle chose. On avait des objectifs bien clairs, bien précis. Et j'ai même dit, ces objectifs-là? Et j'ai même dit à chacun des participants qu'au retour, chacun avait le devoir de me dire ce qu'il est allé faire là-bas. Et ça a suscité un choix bien précis. Dans la délégation officielle, et désormais, ce n'était plus les petits frères, les cousins à qui on voulait faire. Le profil était bien défini. Le profil était très bien défini. Et peut-être qu'ils passeront ici, vous allez les voir. C'est des gens très, très bien représentatifs du cinéma béninois qui y étaient. Et vous parlez d'objectifs. Par exemple, et ça a été bien préparé. Avant le FESPACO, nous avions reçu ici une délégation de l'ABCC. L'ABCC, c'est l'Association burkinabé des comédiens et comédiennes de cinéma. Et un protocole d'accord prévu à cette fin a été signé au FESPACO là-bas pour renouer les relations entre le cinéma béninois et le cinéma burkinabé. Et ce protocole d'accord sera peut-être dans les prochaines années étendu à d'autres cinémas. Donc, c'était un objectif bien précis pour lequel les gens voulaient vraiment se rendre là-bas pour rendre effectif ce projet-là. Et ils passeront peut-être un jour vous dire le contenu même du projet. Il y avait eu des colloques. Et les colloques, c'est des opportunités terribles. Les gens ne viennent pas pour faire de la théorie. Parce que notre cinéma au Bénin est confronté à un problème de financement. Entre parenthèses, je ne dis pas que c'est le plus grand des problèmes. C'est l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes non négligeables. Parce qu'il faut reconnaître, le cinéma, c'est de l'argent. Et à partir de ce moment-là, nous étions au FESPACO pour rechercher des opportunités. Et vous en avez trouvé? Si oui, la moisson a été abondante. Je ne peux pas vous dire le nombre là maintenant, parce que c'est des opportunités d'abord officielles. ACPUE, nous avons eu à rencontrer M. Kodjo, c'est Kodjo qui est béninois, et qui a même fait SC2, je crois. Voilà. Donc, nous avons eu à nous entretenir pour voir clair dans ce que ACPUE peut faire pour le cinéma béninois. Et là, les discussions sont encore en cours. Il y a des opportunités qui se profilent à l'horizon et qui seront lancées. Le problème, c'est quoi? En réalité, des fonds existent. Il y a justement le fonds de la francophonie aussi qui finance le cinéma. Le fonds de la francophonie, nous avons eu à les rencontrer et vis-à-vis. Le problème, ce qui se pose comme problème en général au cinéma, c'est quoi? Il ne suffit pas de rester chez vous, d'écrire un fonds pour dire ben voilà, je veux. Parce que ce ne sont pas des gens qui jettent de l'argent par-dessus la fenêtre. Il aurait fallu que ceux-là vous connaissent, discutent avec vous, une fois, deux fois. Et les festivals offrent cette opportunité-là de négocier les projets vis-à-vis. Mais c'est aussi le rôle de l'institution dont vous avez la charge d'aller négocier, de créer ce brassage-là avec les et c'est justement pourquoi nous nous sommes battus pour y être en grand nombre, non pas pour nous promener, mais nous avons emmené des gens capables de discuter, des gens qui ont quelque chose à vendre. La coproduction, par exemple. Vous avez un projet et dont le budget vous dépasse. Mais c'est simple, vous faites une coproduction parce qu'il y a des producteurs qui ont les moyens mais qui n'ont pas de matière. Vous vous alliez et le produit fini profite à vous tous. Et les coproductions, souvent, c'est pas facile à avoir. Mais lorsqu'on prend le cinéma béninois à côté du cinéma burkinabé, je ne veux pas parler du cinéma ivoirien, est-ce que vous pensez que même ces opportunités qui ont peut-être été saisies par les cinéastes béninois peuvent aboutir à quelque chose de bon plus tard? Parce que le cinéma béninois n'est
véritablement pas représentatif sur le marché international? Il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Je dis une part de vérité. Ce n'est pas véridique à 100%. Et moi, je dirais, et je l'ai toujours dit, le cinéma béninois a de très beaux jours devant lui, parce que nous avons pris le temps de l'analyser. Quand je suis venu à la tête de cette direction, on m'a dit, ah mais il faut qu'il y ait du cinéma, il faut rouvrir les salles parce que nous n'avons pas de salles. Mais est-ce qu'il y a la formation de base? Il y a la formation de base. N'importe qui se lève du jour au lendemain, il est inspiré par un événement, il devient du coup cinéaste, il réunit quelques photographes et puis on montre quelque chose qu'on commence à partager sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça faire le cinéma? Il suffit juste ce n'est pas ça faire le cinéma et ce n'est justement pas ça le cinéma béninois. Dans tous les pays du monde, cela se passe ainsi. Oui. Et nous avons ce que nous appelons les cinéastes populaires, qui petit à petit grandissent. Vous n'allez pas me dire que le cinéma populaire, vous avez suivi ça au départ, quand les gens faisaient du théâtre mal filmé, comme on le dit pour rigoler un peu. Est-ce que vous pensez qu'ils en sont au même niveau aujourd'hui? Oui, mais le problème demeure quand même. Le problème demeure. La formation, aujourd'hui, nous avons quand même quelques écoles qui font des efforts dans le monde. Nous avons des réalisateurs, et là je fais un clin d'œil à l'ISMA qui fait un effort. Vous allez payer, hein? Vous faites de la pub, même si... Non, c'est pas de la pub, il faut reconnaître ce qui se fait, parce que nous avons, je ne vais plus en citer, nous avons des écoles de cinéma qui, chaque année, déversent des réalisateurs, des producteurs, des techniciens de renom. Des techniciens, pas de renom, des techniciens sur le terrain. Techniquement. Le seul prix école provient de cet établissement dont vous parlez. Je viens de parler, Je dis, le fait est là que nous avons aujourd'hui des techniciens sur le terrain. Mais pour parler de cinéma béninois, quel est notre cinéma? Le problème de la formation continue d'exister parce que ce n'est pas suffisant. Mais il aurait fallu, et ça c'est personnel, je le dis, que nous ayons notre cinéma à nous. C'est-à-dire une identité. Une identité à travers le cinéma. Le cinéma, c'est quoi? Est-ce que c'est ce qui se faisait juste parce qu'il y a des salles, on a fait promener ici des films américains, des films chinois, ce qui a fait que tout le monde a commencé à faire du kung-fu dans le pays? Est-ce que c'est ça le cinéma béninois? Le problème est plus profond que vous ne le pensez. Et déjà, je peux vous assurer que pendant le peu de temps qu'on a eu à faire, les gens sont conscients de ça. Et de plus en plus, commencent à faire un cinéma, à modeler un cinéma qui nous ressemble. Parce que contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas parce que vous allez singer le blanc et lui renvoyer son cinéma d'une mauvaise manière que vous ferez du bon cinéma. Non. Aujourd'hui, les cinéastes, pour la plupart, ont compris qu'il faut montrer aux autres notre image, nos réalités, notre image de la bonne manière, bien entendu. Parce que le cinéma sert à beaucoup de choses. C'est grâce au cinéma qu'on va développer le tourisme. Si aujourd'hui, on parle les bonnes manières ou les mauvaises, vous voyez nos jeunes qui commencent à porter des pantalons, tout ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont vu ça dans les films américains et autres. Alors, pour contrecarrer. Au-delà de cette question d'identité que vous posez, il se pose un plus grand problème, c'est l'industrie, l'absence d'une industrie cinématographique au Bénin. On sait que quand on parle d'industrie, c'est toute une chaîne. Et au Bénin, cette chaîne-là n'est pas encore vraiment en place. C'est pourquoi je vous ai dit que le problème est plus sérieux que vous le pensez. Je suppose qu'on a des productions. De quelle façon allons-nous les distribuer? Absolument. Voilà. Ce problème se pose et nous sommes à pied d'œuvre pour le faire. Vous voyez, on aurait pu commencer à faire des projections dans toutes les salles et puis vous auriez applaudi. Bon, voilà, le cinéma marche. Le cinéma ne marche pas. Comme un feu de paille, ça va s'éteindre. Maintenant, nous avons un projet
de faire un circuit de distribution d'abord à l'interne pour que les Béninois commencent à consommer leur propre film d'abord. Et ainsi de suite, nous allons étendre les relations avec les autres États qui en ont. Remarque, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Ils souffrent de la même maladie que nous. Nous n'avons que le Burkina et un tout petit peu la Côte d'Ivoire qui est encore des salles en vie. D'accord. Très bien. Voilà. Nous tendons déjà vers la fin, le temps est très vite passé. On aura l'occasion de revenir. Oui, c'est dommage. Mais dites-nous très rapidement, en quelques secondes, comment faire pour opérationnaliser, comment dit-on, les opportunités que vous avez glanées ça et là lors du FESPACO, très rapidement. Mais ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Il y a d'abord les opportunités individuelles et déjà j'ai exigé des cinéastes qui sont allés que ça continue. Et déjà, je reçois des gens pour écrire, pour finaliser le résultat des rencontres qu'ils ont eues là-bas. Ça, c'est individuel. Mais du point de vue étatique, parce qu'il y a des financements qu'on ne peut offrir qu'aux structures étatiques. Et je ne vous le dévoile pas comme ça, mais on est à pied d'œuvre et bientôt vous enverrez les renommés. Je ne voudrais pas finir sans parler de la soirée des Béninois de l'étranger que nous avons eu là-bas et nous en avons profité pour rendre hommage à Paulin Soumano Vieira et je me suis amusé à toutes les fois de demander. Paulin Soumano Vieira, c'est qui? C'est le premier cinéaste, je dirais, africain. Je me suis amusé à demander aux gens de quelle nationalité est le premier cinéaste africain. On vous dit qu'il est sénégalais. Et j'étais très fier quand les gens me disaient, ben, c'est vrai que c'est un Sénégalais d'adoption, mais c'est un Béninois. D'origine. Béninois d'origine. D'accord. Et nous allons faire des propositions à pied d'œuvre pour que dans le système de la récupération, nous puissions matérialiser aussi cette donnée-là. Et voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Eric Todon. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cinématographie. Merci également à vous. Merci, Roch. Ilvaïus Balogun. À la prochaine. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Week Echo prend fin ainsi. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour un autre numéro. Au revoir.